Bonjour à tous, j'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour de la ventilation. On va changer complètement de cadre, complètement. Vous en avez besoin d'être ventilé, oui, je vois ça. Ça va vous rebooster, vous donner un peu plus d'oxygène. Donc tout d'abord, je voudrais remercier mon ami Dr Momen. Merci beaucoup de m'avoir invité pour la deuxième fois au niveau de vos journées. Je vous félicite, elles sont très réussies et c'est toujours très agréable de revenir dans la ville où j'ai fait une partie de mes études. En tout cas, Rabat embellit, la ville embellit, elle embellit par ses gens aussi, donc je vous félicite. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, vous le savez très bien, c'est la ventilation non invasive. On avait déjà eu l'occasion d'échanger, j'avais déjà eu l'occasion d'échanger avec vous à plusieurs reprises par des ateliers ou par des topos sur la ventilation non invasive. Cette fois-ci, ça va être vous qui allez échanger avec moi, donc j'espère que vous allez participer activement au topo, si toutefois ça passe. Donc comme précédemment, ça va être des cas cliniques. Donc comme précédemment, ça va être des cas cliniques. On va travailler sur 4 cas cliniques. Et on va essayer de voir quelle est votre attitude face à ces cas. Les 4 observations que je vais vous présenter, ce sont des observations du vécu, ce sont des vrais malades. Donc fatalement, on a fait des erreurs et on n'a peut-être pas fait les choses comme il faut au moment où il faut. Et donc c'est d'où l'intérêt d'avoir l'enseignement par l'erreur. Donc, vous le savez très très bien, la ventilation non invasive, je ne vous apprends rien, c'est tout ce qu'on va faire pour ventiler nos malades sans être invasif, c'est-à-dire sans avoir à intuber notre patient. Donc, on va utiliser une interface, ce sont les interfaces entre le ventilateur et le patient, et par opposition, elle s'oppose à la ventilation invasive dans laquelle on va devoir intuber le malade et le raccorder à la machine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ventilation non invasive, vous le savez, je pense très bien, elle est utilisée dans une situation aiguë. Et ça, on peut très très bien l'utiliser dans des services de pneumologie, mais également dans les services de réanimation. Et aujourd'hui, les réanimateurs utilisent de plus en plus les techniques de ventilation non invasive, ce qui permet d'éviter l'intubation avec toutes les complications qui s'en suivent. Mais il faut savoir que nous, pneumologues, on est à même de ventiler les patients et je pense qu'on les ventilera très bien parce qu'on va avoir le souci de la compréhension de la physiologie respiratoire des patients et la physiologie respiratoire du patient par rapport à sa pathologie. On ne ventilera pas de la même manière une insuffisance respiratoire aiguë sur BPCO et une insuffisance respiratoire aiguë sur syndrome d'obésité hypoventilation. Ce que les réanimateurs ont tendance à faire, ils mettent un petit peu tout le monde à la même sauce et ça peut parfois être délétère. Volontiers en aigu, on va ventiler les patients hypercapniques. Volontiers, mais il faut savoir qu'il nous arrive de ventiler des patients qui ont besoin, qui vont se fatiguer, qui sont en train de fatiguer de par leur décompensation respiratoire et donc qui vont avoir besoin de reposer leur diaphragme par exemple et donc on pourra également leur proposer des séances de VNI. Aujourd'hui, on ventile également de plus en plus des patients à domicile, c'est-à-dire en chronique, et les indications sont de plus en plus larges. Et cette ventilation non invasive en chronique s'est développée depuis le développement de tout ce qui est interface pour la maladie, la pathologie du sommeil, la maladie, l'apnée de sommeil. Et donc cette multiplicité d'interfaces, cette facilité d'avoir des petites machines moins bruyantes a également rendu à démocratiser l'utilisation de la ventilation à domicile. Donc vous voyez bien que les indications sont multiples. J'adore ces diapositives, je la remets tout le temps, à chaque fois. Oui, je pense qu'il y en a qui l'ont reconnu. Quand on pose une bonne indication de VNI, ça ne suffit pas à faire une bonne VNI. Il faut qu'on soit entouré d'une équipe formée. Une équipe formée, ça peut être vous et votre infirmière, tout simplement. Une équipe formée, ça veut dire des gens qui sont sensibilisés à la ventilation et à comment l'utiliser.
On ne peut ventiler un patient sans son accord, sans qu'il soit d'accord, sans qu'il soit actif dans son traitement. C'est pas évident. Je ne sais pas si vous est arrivé de mettre le masque de ventilation et d'essayer de respirer à travers la machine, à travers le masque. C'est très très difficile. Donc il faut que le patient comprenne pourquoi il va être ventilé, comment il va être ventilé. Et puis, utilisez le matériel que vous connaissez. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses. C'est des machines qui sont en développement tout le temps. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec une équipe, une machine et une interface, privilégiez ce type de matériel pour donc réussir votre VNI. Alors, comme tout à l'heure, donc ça va être des observations qu'on va discuter. Mais à la différence, vous n'allez pas répondre à toutes les QCM à la fin, on va répondre au fur et à mesure et on va voir quelle est votre attitude face à ces situations cliniques. Premier patient, un patient de 40 ans qui est tabagie chronique, non sevré, qui est suivi par un confrère pour une dyspnée chronique d'aggravation progressive. Il nous a été adressé au départ pour bilan d'un syndrome interstitiel. On le voit la première fois il y a 1 an. Il est certes dyspnéique, stade 3. Il tousse, il a des expectorations. En air ambiant et repos, la saturation est à 90%. Et donc, il nous a été adressé avec une radiographie thoracique qui évoquerait un syndrome interstitiel. Finalement, ce n'en est pas un. C'est tout bêtement un patient qui présente un trouble ventilatoire obstructif sévère non réversible avec des lésions de bulles, que ce soit centrolobulaires, mais également périphériques. Donc, le diagnostic de BPCO groupe D a été posé et il est carrément avec un VEMS à 21%, soit 870 millilitres et une hémoglobine à 17,3, une hématocrite à plus de 50%. Première question, qu'est-ce que vous faites? Alors je vous rappelle, vous devez vous connecter au lien. Et puis après, vous allez avoir apparaître l'observation 1 sur laquelle vous allez cliquer. Et puis vous allez avoir la première question, quelle est votre attitude? Est-ce que vous allez le traiter par l'association de bronchodilatateurs? Est-ce que vous allez rajouter de l'OLD? Parce que vous dites quand même 90%, c'est pas beaucoup, donc je vais le mettre sous oxygène. Est-ce que vous allez lui faire une gazométrie en air ambiant ou sous oxygène? Est-ce que vous allez d'emblée démarrer le LABA, LAMA à la ventile ou est-ce que vous avez d'autres propositions? Aucune de ces propositions ne vous semble valable. Alors, quand vous répondez à la question, vous mettez soumettre. Vous allez à la fin et vous parce qu'on va plutôt raisonner au fur et à mesure hein, pour vivre l'observation exactement comme on l'a vécu. Juste pour le pointeur à la limite. Je vais voir. C'est bon? Il faut que je mette le bidule. Merci. Alors, vous avez répondu? Si on peut afficher les réponses. C'est bon? Une seconde. On avance, parce qu'on a quand même pas mal de QCM à faire. Non, mais c'est pas parce qu'on a fait ça que c'est bon, hein. Tout le monde a voté. On va juste attendre les résultats 2 secondes. Relalet.
Donc, la technologie. Alors voilà, donc, alors c'est quoi le rose? Gazométrie en air ambiant, 80% d'entre vous. 33% vont traiter par les bronchodilatateurs, l'association de bronchodilatateurs, et la VNI qui a été prescrite d'emblée par 25% d'entre vous. Je suis quand même contente de voir que 80% vont faire la gazométrie. Pourquoi 80% vont faire la gazométrie? Parce que je suis chez un patient avec un trouble ventilatoire obstructif sévère, parce que j'ai une saturation en air ambiant et au repos qui est quand même très très limite, et surtout j'ai déjà des stigmates de chronicité avec l'hémoglobine qui est élevée et l'hématocrite qui est élevé. Ben vous voyez, vous faites mieux que nous, parce que nous, quand on l'a vu, eh ben on l'a mis, ou le médecin qui l'a mis, ou peut-être moi, j'en sais trop rien. Allez, là-bas, LAMA et OLD, on s'est dit, bon, ben, on va traiter sa BPCO, parce que là, il était pas du tout traité. On va voir si on peut récupérer quelque chose. Et on a mis un peu d'oxygène, parce qu'effectivement, il était très limite. Donc, il revient nous voir en août 2018 dans un tableau d'exacerbation. On le récupère des urgences avec des signes cliniques manifestes d'hypercapnie. Il désaturait profondément et sur ces gaz du sang réalisés sous 3 litres d'oxygène, effectivement, la capnie était confirmée avec 62 mm de mercure et la désaturation était sévère. L'exacerbation sévère a été posée, secondaire à une pneumonie chez ce patient-là, et donc là, pas photo, il va avoir de l'hospitalisation en unité de soins et il va être ventilé. La ventilation non invasive, vous êtes tous d'accord, je pense que insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique sur des compensations de BPCO, ça ne se discute pas. Maintenant, la question est la suivante. Alors, je vous demande de revenir sur le questionnaire. Comment allez-vous le ventiler ? Alors, voilà, l'atelier sous-entend une petite connaissance quand même de la ventilation, parce qu'on a eu quand même pas mal d'ateliers dessus. Alors, vous allez le ventiler en volumétrique, en barométrique, en mode spontané, en mode contrôlé, en mode semi-contrôlé. Et là, vous pouvez avoir deux réponses. Deux réponses sont possibles. D'accord? Donc, qu'est-ce qui vous paraît le plus juste, le plus opportun pour ce patient? Oui, oui. Là, il y a deux ou trois QCM à répondre l'un après l'autre. Donc, première QCM, comment allez-vous le ventiler? En volume, en barométrique, en mode spontané, contrôlé ou semi-contrôlé. Deuxième QCM, que réglons-nous dans un mode volumétrique? Si vous avez choisi le mode volumétrique, vous allez régler quoi dessus? Vous allez régler un temps inspiratoire, une pression inspiratoire, une fréquence, un volume courant ou une pente respiratoire. Là aussi, quels sont les paramètres qu'on va régler sur ce mode volumétrique? Et troisième QCM, sur un mode barométrique, qu'est-ce qu'on va régler? La fréquence, la pression expiratoire, le volume courant, le trigger inspiratoire ou le temps inspiratoire. Donc, vous répondez sur ces trois QCM, comment vous allez le ventiler? Qu'est-ce que vous allez régler en mode volumétrique et qu'est-ce que vous allez régler en mode barométrique? Blanquel. Alors, vous avez les trois QCM et puis vous soumettez à la fin. Non, à toi de voir, je ne sais pas.
Allez, il n'y a que 13 réponses, vous êtes beaucoup plus nombreux que 13, dites-moi. Il faut se lancer. C'est bon? Tout le monde a voté? C'est bon? C'est bon. Donc, en attendant qu'il charge les réponses, on va avancer. Alors, il faut savoir qu'en ventilation non invasive, il y a deux modes de pressurisation. Ou bien on va ventiler les patients en volumétrique ou en barométrique. Le mode volumétrique veut dire qu'on va insuffler un volume au patient et ce volume-là va générer une pression. D'accord? C'est-à-dire que pour arriver, donc on va lui donner un volume, on va lui insuffler un volume X. D'accord? Et la pression est secondaire au volume qu'on génère. Bien. Et donc, ce qui est important avec ce mode volumétrique, c'est qu'on peut être tranquille. On est sûr que notre patient a reçu les 500 millilitres ou les 550 millilitres de volume courant qu'on a imposé. Ça, c'est un effet qui est positif du mode volumétrique. Par contre, alors, et ça, quel que soit l'état de compliance pulmonaire, il peut avoir un poumon peu compliant. D'accord? Il peut avoir de la fibrose, on va lui mettre ses 500 volumes, et il va recevoir ses 500 volumes. D'accord? Quelles que soient les compliances, quelles que soient les résistances des voies aériennes, notamment dans la BPCO, il va avoir ce même volume. Par contre, ce qui est comme point négatif, c'est quand même, c'est quelque chose qui est assez mal toléré. Imaginez qu'on vous oblige à prendre une quantité fixe d'air à chaque mouvement respiratoire. Donc c'est mal toléré et dans les machines volumétriques, il n'y a pas de compensation de fuite, puisque comme vous allez le voir, on va le voir dans un instant, le principe même de la VNI, c'est que c'est une ventilation à la base avec une fuite. Donc pas de compensation de fuite, un mode qui est assez rigide et donc qui est assez mal toléré par les patients. Alors là, pour la réponse à la première question, alors on me dit quoi? Je sais pas. Oui, non, c'est bien, mais voilà, exactement. Alors, vous allez ventiler en volumétrique 43% et en barométrique uniquement 25%. Alors, vous allez m'expliquer pourquoi, parce que moi, je préfère le barométrique, mais je vous dirai moi pourquoi. Maintenant, il faudra que vous m'expliquiez pourquoi vous préférez le volumétrique. On va en parler si vous voulez, mais pas vraiment. En 7 ans, 8 ans de VNI, aucun pneumothorax sous ventilation non invasive. Oui, c'est le volumétrique parce que là, c'est très rigide. Vous allez voir que quand on va ventiler en pression, mon volume va changer en fonction des besoins du patient. Et donc, c'est un mode qui est beaucoup plus souple pour le patient, beaucoup mieux toléré qu'en volume. Le mode volumétrique, quelle que soit la compliance ou les résistances, tu lui fous ce volume, qu'il veuille ou qu'il ne le veuille pas. Donc, c'est beaucoup plus rigide. Et par contre, en mode contrôlé, ça c'est très intéressant, 75% vont ventiler en mode contrôlé. Du coup, je voudrais savoir pourquoi vous allez ventiler ce gentil patient en mode contrôlé. Qui c'est qui a répondu contrôlé? Reposer le diaphragme. En quoi un mode totalement contrôlé? Le mode contrôlé veut dire que c'est la machine qui règle tout. C'est elle qui fait tout. Elle impose une fréquence, elle impose un temps, elle impose de tout. Un temps inspiratoire, elle impose de tout. En quoi le fait qu'elle impose systématiquement son cycle à elle va me reposer le diaphragme? S'il va reposer le diaphragme, on va le voir. C'est la pression inspiratoire que je vais mettre pour insuffler cet air-là et pour générer ce volume courant. Là, je parle du mode barométrique. Donc non, le mode contrôlé, on va l'utiliser lorsqu'on voit que le patient est incapable de générer l'effort inspiratoire. Non. C'est-à-dire que c'est un patient chez qui on aura peur qu'il ne mette pas, qu'il ne respire pas. C'est les malades qui sont complètement dépendants de la ventilation et c'est surtout les cas des neuromusculaires en stade terminal. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de commande pour ventiler. On va le voir. Donc, je vais avancer. Là, c'était le mode volumétrique.
Et donc, vous regardez ici, la machine va insuffler le volume, un volume fixe, et on va avoir une incidence en pression. Donc dans les machines, dans les ventilateurs, vous allez souvent avoir des espèces de diagrammes comme ça. Et parfois, on a du mal à trouver est-ce que c'est une machine qui ventile, surtout quand les patients viennent avec leur propre machine. Est-ce que c'est une machine volumétrique ou barométrique? Il suffit de voir la courbe. Quand la courbe de volume est carrée, c'est-à-dire que elle est volumétrique. La machine insuffle le volume. Quand la courbe de pression est carrée, c'est-à-dire que c'est une machine qui est barométrique. Alors, concernant le paramètre à régler dans le mode volumétrique, qu'est-ce que vous m'avez répondu sur la deuxième question? Il a dit la deuxième question. En volumétrique, on règle la pente. 66% vont régler le volume courant. Vous avez totalement raison. En volume, on va régler un volume. D'accord? Par contre, j'ai quand même 41% qui vont régler une pression. Ben non. La pression va être réglée dans les modes barométriques, dans les modes à pression. D'accord? La fréquence respiratoire, oui. Et le temps inspiratoire, oui. Donc, on va régler en mode volume le volume courant, le temps inspiratoire et la fréquence respiratoire. Ce sont les trois seuls paramètres qu'on va régler dans le mode volumétrique. Et on pourra jouer un petit peu sur la forme du volume pour être un peu plus supportable, un peu plus à l'aise, soit en forme en carré ou soit en forme décélérant ou décroissant pour être un peu plus à l'aise, que le patient ventile un peu plus, de manière un peu plus agréable. Et donc là, c'était juste pour vous montrer sur des trilogies ou des Élysées ce qu'on fait, ce qu'on peut. Alors là, on voit bien que là, c'est le volume qui est insufflé. On peut avoir un volume en carré ou on peut avoir un volume décélérant qui peut aller de 1 jusqu'à 5. Et on voit que à ce moment-là, la pente est beaucoup plus douce et ce type de ventilation peut être un peu plus doux pour les malades. Quant au mode barométrique, ça va être le contraire. Le ventilateur va lui insuffler une pression pour générer le volume, pour produire un volume courant. Et donc à ce moment-là, c'est que le volume courant à ce moment-là va être variable. Il va dépendre donc de l'interaction entre la pression qui a été mise sur le ventilateur, l'effort que fait le patient et la compliance et les résistances thoraco-pulmonaires. Et donc quand on ventile un patient en barométrique, le volume courant n'est pas le même, il est variable. Quand on regarde un petit peu ces patients ventilés, il va ventiler à 450, puis 550, puis 320, puis voilà. Donc il va être variable dans le temps, il ne va pas être fixe. Les points positifs, c'est que ce sont quand même des machines qui sont très 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 bien intégrées. Et puis dans ces machines-là, il y a une compensation de fuite dans les machines barométriques. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de fuites, la turbine va tourner beaucoup plus rapidement pour essayer de compenser ces fuites-là, pour essayer d'atteindre la pression qui a été réglée. Il faut savoir aussi que sur ces machines-là, il y a quand même pas mal d'avancées. Il y a des systèmes qui ont été intégrés pour essayer de pallier au problème du volume courant qui n'est pas fixe. On essaie par un système d'AVAPS de définir un volume courant cible, c'est-à-dire qu'on va dire à la machine, écoute, on va te mettre 2 pressions inspiratoires, par exemple, et tu vas jouer entre ces 2 pressions inspiratoires pour atteindre au minimum 450 millilitres, par exemple. Et donc la machine, sur un temps inspiratoire, elle va insuffler 20, puis le temps qui suit va insuffler juste 18. Voilà, donc on va lui mettre une espèce de variable pour qu'elle puisse jouer entre ces 2 pressions et pouvoir arriver à un volume de sécurité ou à un volume courant cible. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de garantie et c'est qu'on peut arriver à nos limites chez des patients qui sont très très déficitaires, notamment les patients neuromusculaires. Parfois, on est amené vers la fin de vie de changer vers un mode volumétrique. Le mode le plus souvent, c'est un mode ST, non? On va voir les SST, ça c'est autre chose. Les SSTC, on va le voir juste après. Le 3e QCM, donc la réponse au 3e QCM, c'est qu'est-ce qu'on règle sur le barométrique. Alors vous avez répondu quoi? Alors vous avez répondu pour 58% que vous réglez la pression expiratoire, vous avez raison.
que vous réglez le trigger inspiratoire, vous avez raison, et on va voir ce que c'est qu'un trigger inspiratoire, qu'on règle le temps inspiratoire, oui aussi, et que par contre, on règle le volume courant. Bon, en fait, c'est pas totalement faux quand on utilise ce système AVAPS+, mais il faut savoir qu'on ne le réglera pas, c'est-à-dire on essaie de l'approcher au maximum, et on n'a pas la certitude de l'avoir. Donc en effet, et là je voulais juste vous montrer pareillement, quand on ventile en pression, on va avoir une incidence en volume ou en débit. Donc les modes qu'on va régler en pression, alors ça s'appelle, aujourd'hui on les appelle les machines barométriques, mais avant on les appelait les BIPAP. Les BIPAP, c'est-à-dire 2 niveaux de pression, et donc c'est clair qu'on va régler des pressions dessus. Et donc là, c'est une diapo là aussi que j'aime beaucoup parce qu'elle montre exactement ce qu'on aura à faire au niveau du réglage. On va régler donc une pression inspiratoire, d'accord? C'est-à-dire que c'est une pression positive qui va être fournie par le ventilateur durant l'inspiration. Et on va régler la pression expiratoire, c'est la pression positive qui va être maintenue par le ventilateur en fin d'expiration. À la base, la ventilation non invasive est une ventilation à pression positive. Donc, on va avoir toujours une pression positive. Et donc, la différence entre la pression inspiratoire, l'IPAP, et la pression expiratoire, l'EPAP, c'est ce qu'on appelle l'aide inspiratoire ou la pression motrice. C'est ce qui va générer le mouvement aérien de l'extérieur vers l'intérieur, c'est ce qui va générer le volume courant. Donc on va régler pression inspiratoire et pression expiratoire. On va également régler ce qu'on appelle la pente inspiratoire, c'est-à-dire le temps qui va être mis pour atteindre l'IPAP, entre la pression expiratoire et la pression inspiratoire. Donc une pente, est-ce que je veux que rapidement j'arrive à ma pression inspiratoire ou est-ce que je voudrais que ce soit beaucoup plus lent? Et on peut jouer sur cette pente pour là aussi, est-ce qu'on a besoin de rapidement capter le patient en pression inspiratoire ou est-ce qu'on peut être beaucoup plus soft, beaucoup plus léger? N'oubliez pas que quand on va mettre en place une ventilation non invasive, généralement c'est au long cours et donc il faut que ce soit confortable pour mon malade, sinon il va la mettre de nuit puis il va la jeter. Donc quand on joue sur cette pente inspiratoire, on va voir que, voyez, ici la pression inspiratoire en pente rapide, elle monte, 0 c'est jamais 0, mais elle monte de 0 à 20 rapidement et donc on va avoir rapidement, il va avoir 20 cm d'eau qui va avoir dans le ventilateur et on peut être beaucoup plus lent, beaucoup plus doux avec, on va avoir donc une pente beaucoup plus lente et ça peut également, on va voir qu'il y a des malades qu'on doit capturer rapidement et il y a d'autres malades où on n'a pas besoin de les capturer rapidement en pression. On va régler ce qu'on appelle les triggers, le trigger inspiratoire et le trigger expiratoire. Le trigger inspiratoire, c'est le déclencheur, c'est-à-dire c'est la sensibilité de la machine. Quand la machine va sentir que le patient est en train de commencer à faire un effort inspiratoire, elle va lui envoyer la pression inspiratoire. Donc c'est le trigger. Il peut être sensible, c'est-à-dire dès qu'il déclenche, elle lui envoie la pression inspiratoire. Il peut être pas sensible ou peu sensible, c'est-à-dire que le patient, il a besoin de faire plusieurs efforts avant d'avoir la pression voulue. Pareillement pour le cyclage, c'est-à-dire c'est la détection de la chute des débits pour que la machine passe en pression expiratoire. Donc le trigger inspiratoire et le trigger expiratoire. Et vous allez voir comme c'est important de bien définir le trigger inspiratoire. Un patient qui est fatigué, qui doit faire plusieurs efforts pour que son effort soit récompensé et qu'il ait la pression inspiratoire, c'est-à-dire que le trigger n'est pas assez sensible. Un patient qui n'a pas encore enclenché et déjà la machine, d'accord, c'est-à-dire que le trigger est trop sensible et la machine lui donne des insufflations alors qu'il n'en a pas besoin. Donc l'idéal, c'est de trouver le bon trigger pour le patient. S'il a besoin de faire plusieurs efforts pour que la machine lui donne la pression inspiratoire, c'est-à-dire que mon trigger n'est pas assez sensible. Et donc, voilà, c'est très très important parce que c'est garant d'une bonne observance et il n'est pas admissible, surtout chez un patient
en situation aiguë qu'il ait besoin de faire autant d'efforts, là vous voyez, 1, 2, 3 efforts avant qu'il soit récompensé, ou bien qu'il n'en veuille pas et qu'il ait déjà une autre insufflation qui se fait. Et donc du coup, à votre avis, je vais vous donner... Bon, j'ai pas... Donc là, par exemple, sur cette diapositive, regardez ce qui se passe. Là, le patient, il fait... Le trigger, il est à 1,39. Ça, c'est une trilogie, je pense. Ouais. Donc, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un effort, deuxième effort, troisième effort, quatrième effort, avant que la machine lui insuffle. C'est-à-dire que ici, le trigger, il est trop faible et donc il n'est pas adapté. Deuxième cas de figure, à ce niveau-là, il n'a pas encore commencé qu'elle lui redonne. Et voilà, en voilà un, et en voilà deux, et en voilà trois. Et donc, c'est ce qu'on appelle des auto-déclenchements. Le trigger, il s'est donc, à ce moment-là, elle est trop sensible. Et un bon trigger, c'est-à-dire que c'est quand le patient le déclenche qu'on aura donc l'effort qui est bien récompensé. Qu'est-ce qu'on règle d'autre au niveau des machines barométriques? Vous voyez bien qu'il y a beaucoup plus de réglages, mais c'est beaucoup plus fin et les patients sont beaucoup plus à l'aise. On va régler la fréquence respiratoire de sécurité. Et là, c'est une norme. Et cette fréquence respiratoire de sécurité, elle est très importante, surtout chez les patients qui sont dépendants. Il faut régler la fréquence respiratoire de sécurité. Toujours, elle doit être inférieure à la fréquence spontanée du patient. Pourquoi? Pour que ce soit le patient qui déclenche la machine et pas la machine qui lui déclenche des efforts respiratoires. On règle également le temps inspiratoire, c'est-à-dire le temps dans lequel la pression va être en IPAP. La pression va être au seuil supérieur. Le plus souvent dans les machines, on va régler plutôt le temps I sur E, c'est-à-dire inspiration sur expiration. Et vous le savez très très bien, parce que vous êtes des pneumologues, il y a des pathologies dans lesquelles il faudra favoriser l'expiration, la BPCO. D'autres pathologies, il faudra favoriser l'inspiration, les obèses. Donc il y a deux choses, deux cas de figure, et donc on peut régler également ça en fonction de la pathologie du patient et le volume courant de sécurité dans certaines machines. Bon. Vous m'avez parlé des modes S, ST et C. Finalement, ce sont des modes de contrôle de la machine. Le S pour totalement spontané, c'est-à-dire le patient est totalement libre. On va voir cette liberté, où est-ce qu'elle va se manifester. Et les modes dits contrôlés, c'est-à-dire que c'est la machine qui contrôle tout. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les modes semi-contrôlés. Et le choix du contrôle dépend du patient et de la pathologie du patient. C'est-à-dire, si j'ai un malade avec une dysfonction diaphragmatique sévère, particulièrement les neuromusculaires et particulièrement les maladies neurodégénératives, notamment la sclérose latérale amyotrophique, chez ces patients-là, je suis plus à l'aise avec un mode contrôlé parce que j'aurai la garantie qu'ils vont être ventilés avec la bonne fréquence et de la bonne manière. Parce que chez ces malades-là, eh bien, ils ne peuvent ne pas déclencher du tout. Par contre, si j'ai un patient qui est en détresse respiratoire, mais il est éveillé et qui peut continuer à faire des efforts, je choisis entre les deux modes, le mode spontané ou le mode spontané contrôlé, semi-contrôlé si vous le voulez. D'accord? Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus je peux garder un patient qui continue à être maître de sa ventilation, parce que sinon, quelle est la différence entre la ventilation invasive? Plus je dois garder l'effort du patient, là, il doit continuer à faire son effort inspiratoire. Il peut le faire, il est conscient, il peut arriver à faire l'effort respiratoire. Je le garde en spontané ou en spontané contrôlé, je ne le mets pas en contrôlé totalement. Mais moi, je dis que les premières heures, il ne faut pas encore solliciter son diaphragme. Alors, le niveau de contrôle n'a rien à voir avec le diaphragme. Le niveau de contrôle, c'est quoi? C'est-à-dire, on va le voir, je vais déterminer, je vais lui imposer une fréquence respiratoire, je vais lui imposer un temps inspiratoire, je vais lui imposer des normes. Ce patient est conscient.
Il peut générer son effort respiratoire. Reposer le diaphragme, comment je vais reposer la diaphragme? C'est l'insufflation de l'air, c'est la pression inspiratoire qui va faire qu'elle va reposer le diaphragme. Ce n'est pas le mode de contrôle. Plus le patient est passif, plus je le mettrai en contrôlé. Plus il est actif, il est éveillé, je le mettrai en spontané ou en spontané contrôlé, en mode ST. Alors voilà ce qui se passe. En S, c'est-à-dire qu'on assiste uniquement. Le patient va contrôler le début et la fin de l'inspiration et sa fonction respiratoire. D'accord? En mode totalement contrôlé, c'est le mode contrôlé par le temps. Donc dans les ventilateurs, vous allez trouver P, PC, Timed ou VC, C. Bon, enfin, je vous ai mis un peu tout ce qu'on trouve dans les machines. Parce que le problème avec les machines de ventilation, c'est que chaque machine, elle a ses codes. Et donc là, le ventilateur va imposer le début et la fin de cycle, la fréquence et le temps inspiratoire. Et dans le semi-contrôlé, la fréquence respiratoire est libre, mais avec une fréquence de sécurité. Je vais lui dire à ma machine, écoute, mon patient, il respire spontanément. En général, les patients en aigu, ils respirent avec une fréquence respiratoire qui est élevée. Je vais lui dire, écoute, moi je te mets une fréquence de sécurité à 15. Si mon patient va faire moins de 15, tu le ventiles. Fais-le entre-temps. Donc il y a des cycles qui vont être générés par le patient et des cycles qui vont être générés par la machine quand elle voit que le patient ne génère pas son effort. Par exemple, s'il fait des apnées, si on a un patient qui fait des apnées, s'il y a l'arrêt, oui, donc on est obligé de faire un semi-contrôlé. Et donc voilà, donc on va régler la fréquence et on peut même régler le temps inspiratoire en mettant un temps min et un temps max. Et donc voilà, sur les différentes machines qui existent au Maroc, alors vous avez les dénominations des différents temps, les spontanés, les semi-contrôlés et les contrôlés. Alors, on va revenir à nos petits QCM. Alors, je vous ai brossé un petit peu les différents modes. Donc, je rappelle qu'il a une exacerbation sévère de BPCO, qu'il est en insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, qu'on va le ventiler en pression parce que c'est les machines qui sont les plus tolérées, celles qu'on a d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que vous allez proposer? Alors, je vous ai mis ici 4 propositions. En ventilation, on peut me dire, ça peut marcher. Je peux même dire, les 4 peuvent marcher. Mais quelle est la meilleure à votre sens? D'accord? Est-ce que vous allez le ventiler en spontané contrôlé avec une pression inspiratoire à 14, une pression expiratoire à 4, une fréquence respiratoire à 12, une pente inspiratoire rapide, un trigger sensible, un cyclage précoce? En mode totalement spontané avec des pressions entre 20 et 6, une fréquence à 14 et une pente douce, un trigger normal et un cyclage tardif. En mode totalement contrôlé avec une pression entre 12 et 14 et avec un trigger sensible et un cyclage précoce. Ou un mode spontané contrôlé, une IPAP à 16, une IPAP à 6, une fréquence à 14, une pente rapide, trigger sensible, cyclage précoce. A, B, C, D. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, votez. Je sais que c'est difficile, mais allez-y au feeling, c'est pas grave. Ouais, parce que quand on manipule pas. Alors, essayez de réfléchir à sa pathologie. C'est un patient BPCO, ne l'oubliez pas.
Vous avez voté? Pardon. Allez-y. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous voulez. C'est bon? Alors, les résultats sont assez disparates. 35% ont voté pour le mode spontané, la pression à 20, la pression expiratoire à 6, la fréquence à 14, une pente inspiratoire qui est douce, un trigger normal et un cyclage tardif. Et 35% ont pour le mode D, mode ST, l'IPAP à 16, l'EPAP à 6, fréquence à 14, pente inspiratoire rapide, trigger sensible et cyclage précoce. Et moi je dis la proposition D. Pourquoi la proposition D? Effectivement, je suis chez un patient, ne l'oubliez pas, en insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique, d'accord? Donc certes, il arrive à déclencher ses seuils respiratoires, il arrive à faire les feuilles respiratoires, mais il est en insuffisance respiratoire aiguë, donc je dois le protéger un maximum. Donc je choisis effectivement volontiers le mode ST. Il faut avoir une pression expiratoire qui est positive, parce que vous savez très très bien que chez les BPCO, il y a une autopep qu'il faut également essayer de vaincre. Et il faut essayer, et pour reposer le diaphragme, et ça vous le savez très bien, on va reposer le diaphragme en insufflant une pression inspiratoire pour que le diaphragme ait le temps de se reposer. Donc IPAP 16, EPAP 6, et sachez qu'aujourd'hui les BPCO, on peut les ventiler avec des pressions inspiratoires encore plus élevées que celle-là. La pente inspiratoire est volontiers rapide. Le patient doit être rapidement récompensé de son effort respiratoire. Il a un problème, il a du mal à inspirer. Donc il doit être rapidement récompensé de son effort inspiratoire. Donc je dois arriver rapidement à ma pression inspiratoire. Le trigger doit être sensible. Il est fatigué, donc il ne doit pas avoir à refaire plusieurs fois les efforts respiratoires. Et enfin, un cyclage précoce, parce que là aussi, il a besoin d'un temps expiratoire beaucoup plus important. Donc mon cyclage doit être précoce. Donc c'est le mode D. Maintenant, pour ceux qui ont mis le mode A, c'est pas ce qui me dérange ici, c'est que l'EPAP n'est pas assez élevé et l'IPAP aussi. Donc il faut savoir que chez le BPCO, il y a toujours une pression positive à la fin d'expiration. Donc il faut essayer de la vaincre. Et donc pour la vaincre, en général, il faut une pression expiratoire plus importante qu'une pression expiratoire à 4. Oui, mais on peut commencer par là. Et revoir la situation. Vous allez voir, si on arrive à la fin de ce topo, qu'il y a des petites recommandations à faire. Et vous avez totalement raison, parce que effectivement, quand on veut ventiler un malade, on va commencer par des paramètres et puis on va augmenter au fur et à mesure. Ça, c'est pour la tolérance, vous avez raison. Alors, l'évolution de ce patient a été favorable. Il a été hospitalisé pendant 8 jours. Donc, il est sorti sous un traitement de fond et un traitement instrumental qui associe et l'oxygène et la VNI. N'oubliez pas que c'est un patient en insuffisance respiratoire aiguë, c'est-à-dire qu'il est hypoxique et hypercapnique. Et la dernière gazométrie, je viens de le voir en consultation le 1er février. Voilà sa gazométrie sous VNI O2 avec une PO2 à 99, une PCO2 à 44, des bicarb à 27 et une saturation à 97%. Donc là, c'était pour Omar. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première observation? Très bien. Donc, il faut savoir qu'au départ, en unité de soins intensifs, surtout quand ils viennent en acidose respiratoire, on ne discute pas. Hein. On les met en VNI plus, c'est-à-dire le maximum. C'est-à-dire, généralement, c'est des malades qui sont très, très fatigués et bizarrement, c'est des malades qui acceptent volontiers la ventilation non invasive. D'accord? Donc, le premier jour et le deuxième jour, ils sont ventilés par des séances de 2 heures, ils se reposent une demi-heure, 1 heure, puis reventilés 2 heures et toute la nuit.
C'est-à-dire que quand il arrive à dormir avec la ventilation, je n'arrête pas la ventilation. On refait des gaz du sang le matin pour voir si on est bon côté paramètres. Je ne refais pas de gazométrie à 1 heure, 2 heures, parce que j'ai pas les moyens de le faire toutes les heures, 2 heures, et puis parce que c'est très difficile. Non, on l'a pas. C'est très difficile pour les patients. Et puis je me dis que je n'ai pas encore suffisamment ventilé mon malade et le traitement de fond et le traitement étiologique de l'exacerbation n'a pas encore fait son effet. Donc généralement je fais des gaz du sang le lendemain et je vois et j'adapte, et plus mon patient s'améliore, plus je vais réduire la durée de la ventilation non invasive au fur et à mesure. En général, ces malades-là, ils sortent sous petite machine de ventilation à domicile, c'est-à-dire qu'on switch avec les machines chroniques avant de les faire sortir. Chez les BPCO, ça se discute. Alors là, c'est une autre discussion de la ventilation non invasive en chronique. Alors, au bout d'un moment donné, on disait on va lui mettre la ventilation, les insuffisances respiratoires chroniques hypercapniques du BPCO. Alors, au début, on disait on va leur mettre la VNI, puis on va voir ce que ça va donner sur le plan gazométrique. Et l'algorithme était le suivant, on les ventile, en général 3 mois, voire 6 mois, et on refait des gaz, et on voit ce que ça donne. Si l'hypercapnie persiste ou s'aggrave, est-ce qu'il est intéressant de continuer la VNI chez ces malades-là? La discussion était largement posée. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur et chez certains malades, il nous est arrivé d'arrêter la ventilation non invasive parce qu'on voyait que de toute façon, ce patient, de toute façon, il vivait avec cette capnie. Autre chose, avant de démarrer une ventilation non invasive et surtout en chronique, il faut se fixer des objectifs. Autant je vais exiger une capnie normale chez un obèse, autant je ne peux pas exiger une capnie normale chez un BPCO. C'est-à-dire que chez ce malade-là, qui a 70 mm de mercure de capnie, si la capnie descend à 50 ou 55, ça me va, parce que je sais que chez le BPCO, il est très très difficile d'arriver à des gaz normaux. Alors si ce patient vit avec une PCO2 à 50, 55, sans signe clinique d'hypercapnie et ça reste stable, pour moi, ça me va. Tu as compris? C'est-à-dire que je ne vais pas dire que ma VNI est en échec parce que ma capnie ne rentre pas dans le pool d'inférieur à 45. Voilà. Oui, monsieur. Non. Alors, il faut savoir qu'avec la ventilation non invasive chez ces patients-là, la capnie ne descend pas de 70 à 50. Autre chose qui est très important, généralement chez ces malades-là, ils vivent toujours avec une petite hypercapnie. On a fait l'erreur de ne pas avoir fait la gazométrie artérielle au départ et de ne pas avoir fait la gazométrie sous oxygène. Il est aujourd'hui impensable de mettre un patient sous oxygène et de ne pas vérifier qu'est-ce qui se passe au niveau de ses gaz du sang sous ce débit d'oxygène. D'accord? D'un côté. D'un autre côté, malgré, on va voir un exemple de SOH, malgré des capnies qui sont beaucoup plus importantes dans certaines pathologies, notamment chez les obèses hypoventilés, et on n'a jamais eu de problème de reventilation après diminution, chute de la capnie. Oui, oui. On va voir ça sur un cas, si vous le voulez, c'est peut-être le deuxième cas. On va voir l'observation de Rieslen. Oui. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. L'objectif du BPCO, ce n'est pas 97%. Là, c'est la gazométrie, j'étais honnête jusqu'au bout, c'est la gazométrie que j'ai vue lors de la dernière consultation, et vous avez raison, on a réduit le débit d'oxygène. Il ne faut pas oublier que ce qu'on avait ici, c'est vraiment, la première gazométrie, il était en exacerbation sévère, d'accord? Et là, c'est effectivement 2,5, bien à distance de l'exacerbation qui date de août 2018. Donc vous avez totalement raison, le débit d'oxygène a été diminué, oui. Alors, aujourd'hui, la méthode qui est le plus utilisée, c'est la barométrique, parce qu'elle est mieux tolérée, on règle beaucoup plus de choses dessus, il y a un confort sur la barométrique. Mais
Chez certains malades qui sont vraiment dépassés, et notamment les maladies neurodégénératives, et notamment la sclérose latérale amyotrophique et certaines maladies neuromusculaires, à un moment donné, la ventilation non invasive avec un barométrique ne suffit plus à assurer une saturation correcte et assurer une capnie correcte. Et chez ces malades-là, la discussion de tous les malades neuromusculaires qui doit se faire bien avant, c'est discuter deux autres éventualités, la trachéotomie et le passage éventuellement en volumétrique. Mais vraiment, c'est vraiment des malades qui vont répondre pendant longtemps à la barométrique et en fin de parcours, on sera peut-être obligé de mettre la volumétrique. Et aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, sachez que il y a des machines qui combinent les deux, où il y a les deux modes, barométrique et volumétrique. Il y a un certain nombre de machines qui ont les deux, avec lesquelles on peut ventiler en volume et en pression. C'est à nous de choisir. C'est juste pour dire que la volumétrique n'est plus utilisée en France. C'est faux, ils sont en train de revenir dessus. Il n'y a plus de choix. C'est-à-dire parce que avec la barométrique, une nouvelle machine. Il y a les deux. Non, c'est pas le volumétrique au sens propre mixte. Parce que vu que c'est informatique, moi je vais juste répondre à cette semaine. C'est-à-dire on n'est plus dans ce choix. La volumétrique, c'est. Alors, les machines purement volumétriques, comme on les avait, les éoles, si vous vous rappelez de ça, eh ben, elles n'existent plus, elles ne sont plus fabriquées. Maintenant, ils sont en train, il y a les dernières générations de machines. Je suis désolée, là on est sur, mais bon, sur par exemple les Vivo 50, elles ventilent avec les deux, avec le barométrique et la volumétrique. Tu choisis le mode volumétrique, tu mets le volume courant, tu mets le temps inspiratoire, tu mets la fréquence respiratoire ou le mode barométrique. Donc tu as les choix, c'est des machines où on va utiliser. Pourquoi elles ont été développées ces machines-là? Parce qu'il y a certains malades qui sont plus graves la nuit, on peut switcher sur les modes, mode journée et mode de nuit. D'accord? Surtout là aussi sur les malades neuromusculaires. Mais c'est des vrais volumétriques. Oui, ça c'est surtout les neuromusculaires. Docteur Achibou? De l'histoire. Mais si on voulait, parce que finalement il est sorti comme ça, mais si on voulait revenir au début, c'est un patient qui est BPCO, il a un syndrome obstructif, il arrive aux urgences, il est en décompensation, on sait que la BMI est une indication. Avec l'OAP, ce sont les deux indications. Donc il n'y a pas de discuter. Par contre, est-ce qu'on met de l'oxygène ou non? C'est vrai que l'organisation qui est incomplète, parce qu'on n'a pas les lactates. Mais il faut savoir que quand vous ventilez quelqu'un, vous allez améliorer son oxygène. Donc ce qu'il faut faire ici, moi ce que j'aurais fait, j'aurais démarré par la ventilation seule d'abord. Parce que la PaO2 ne veut rien dire pour moi tant qu'il n'y a pas de lactate. Et je surveille, par exemple, les lactates pour voir s'il y a une souffrance tissulaire. Si le patient s'améliore, et vous avez raison en disant, le but pour moi c'est d'arriver à une SPO2 supérieure à 92, voilà. Parce que n'oubliez pas, le BPCO, lui, il faut le maintenir un peu en hypoxie. Et c'est pourquoi tu as raison en disant, même l'hypercapnie, là le risque, c'était pas l'hypercapnie, c'était de ne pas avoir un pH qui était correct. Donc moi ce que j'aurais fait, j'aurais ventilé d'abord. Si j'arrive à atteindre mon objectif de 93, je reste en VMI. Si j'arrive pas, c'est probablement ce que vous avez eu. Si j'arrive pas, je rajoute de l'oxygène. Donc j'imagine ce qui s'est passé. Et puis vous avez votre... Mais peut-être pas pour aller jusqu'aussi haut. Et puis après, une fois que le patient va bien, qu'est-ce que je fais? J'arrête finalement. Il est loin. Je vais revenir aux indications de l'OMD. Oui. C'est-à-dire, je vais faire une gazométrie au repos et voir si ce patient il est en résistance respiratoire sévère ou non. Donc là, pour moi, probablement, vous avez un patient qui était déjà en résistance respiratoire. Exactement. Et le deuxième message que je voudrais faire passer également, sachez que chez tout BPCO avec un trouble ventilatoire obstructif sévère, une gazométrie fait partie du bilan de ce patient-là. Elle fait partie du bilan de base. Comme on va faire une spirométrie, où on fait un test de marche, et on doit faire une gazométrie artérielle pour voir où est-ce qu'il est. Et surtout si on veut prescrire que ce soit une OLD ou que ce soit de la ventilation, il faut que j'ai un recul gazométrique pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce patient, il avait tous les voyants rouges. Il est dyspnéique, non, au départ, il a la polyglobulie, il a l'hématocrit élevé, et pour autant, il n'a pas eu des gages du sang. On passe à la deuxième, oui. Je voudrais juste rajouter sur le volumétrique et le barométrique. Vous disiez tout à l'heure qu'en France, on a arrêté les volumétriques, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Je peux vous assurer que ça va être arrêté, parce qu'on avait gardé les volumétriques quand on veut contrôler le volume.
C'est C'est quoi plus de VNI. Voilà. Quand on parle de contrôler avec la volumétrie, Ouais. c'est plus de nombre invasif. Alors, Parce que ça devient invasif. Justement, C'est pour ça que je peux ventiler avec. Il y avait une indication, c'est celle-là qu'on gardait en tête, c'est quand je ventile quelqu'un qui a un œdème lésionnel. Donc il a des alvéoles qui sont très fragiles, et si j'envoie une pression et je ne contrôle pas le volume, je risque de déchirer. Donc je ventile avec 6 à 7 millilitres par kilo. Et sauf que ça marchait, sauf qu'on a les dernières pas recommandations, mais les derniers articles sortis, où aujourd'hui, la VNI n'a pas sa place dans le SDA. Elle n'a plus sa place. Voilà. Ni volumétrique, ni barométrique. Parce qu'on a constaté que la plupart des gens vont ventiler avec des pressions, comme tu as fait, c'est-à-dire 6, 16, mais quand on contrôlait le volume que donnait la machine, c'était 10, 12. Or, il faut savoir qu'aucun réanimateur digne de ce nom ne ventile un SDRA avec 12. Donc, quand tu as besoin de vraiment contrôler ton volume, c'était la seule indication qui restait. On disait, mais imagine, ça va déchirer. De toute façon, tu ne peux plus le faire. Donc, pour moi, il n'y a plus cette question de volumétrie. On avance sur la deuxième observation. Alors là, c'est une jeune fille que je connais très très bien. C'est Riznan, elle a 18 ans, elle était suivie en neurologie pour mitochondropathie. Elle a une sœur, elle a une histoire qui est tragique, parce qu'elle a une sœur qui est décédée à l'âge de 19 ans de la même pathologie. Et elle a été adressée par son neurologue pour une dyspnée. Bon, sachant que c'est très très difficile d'évaluer la dyspnée chez ce type de patient parce que déjà à la base elle est sur un fauteuil et qu'elle ne bouge pas beaucoup. Sachant que cependant elle est dyspnéique au moindre effort, c'est-à-dire aux efforts quotidiens, quand elle veut changer, quand elle utilise, quand elle mange, etc. Donc elle est devenue dyspnéique, avec des épisodes de surinfection à répétition, elle a des céphalées, elle dort en journée car elle dort très très mal la nuit et elle se réveille souvent la nuit pour aller uriner. Donc je la vois en consultation la première fois, elle a une déformation thoracique avec une station debout qui est impossible et elle ventile avec une fréquence respiratoire à 20 cycles par minute et elle désaturait profondément à 76%. C'est une patiente que j'ai vue en consultation externe. Mais surtout, quand j'ai essayé de l'examiner, je me suis rendu compte que la patiente elle n'arrivait absolument pas à se mettre en décubitus dorsal. Donc elle était orthopnéique, avec une toux qui est très superficielle et qui est complètement inefficace et une respiration paradoxale. Donc, vous allez voir que donc elle est hospitalisée de suite et on voit bien qu'ici elle a un pH qui se maintient à 7,42, une PO2 qui est profondément abaissée à 40, une capnie au plafond à 88 et une saturation des bicarres à 32 et une saturation à 65%. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous l'adressez en réa? Eh ben non, j'ai pas adressé en réa. Et toc. Elle n'est pas partie en réanimation, cette patiente. Elle est restée au service. Elle est restée au service. Vous pouvez voter si vous voulez. Sinon, on peut avancer si ça sera plus rapide, parce que je voudrais quand même vous montrer les observations. D'accord? Donc, alors, qui fera des gaz du sang sous oxygène? On va faire ça à la main levée, à la vieille. Personne ne fera des gaz du sang sous oxygène. Elle est quand même hypoxique, la malade, hein? Bon, d'accord. Elle est hypercapnique, elle est hypoxique à 40 mm de mercure quand même, elle a une saturation à 65. Donc pas de gaz du sang sous oxygène si j'ai compris. C'est pas le cas de cette patiente. Là, cette patiente, elle a été adressée directement par la neurologue à ma consultation de myopathe, une consultation de maladie neuromusculaire. Donc, elle m'a été adressée parce qu'elle est malade neuromusculaire et que je fais la consultation neuromusculaire pour une dyspnée. Donc, non, elle n'a pas reçu d'oxygène, elle est venue avec ses parents. Et donc là, elle n'était pas... Alors, est-ce que vous l'adressez en service de réanimation? Non, je ne l'adresse pas en service de réanimation. Ah oui, elle va être hospitalisée au service. Est-ce que vous mettez de la VNI seule? Est-ce que vous mettez de la VNI avec un peu d'oxygène, avec une FiO2? Est-ce que vous dites non, mais quand même, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a, je vais lui faire la radio, le FR, la polygraphie, la polysomno, qu'est-ce que j'en sais? VNI seule et voir. VNI seule et voir? Aussi VNI seule et voir? Docteur Echivou, tu mettrais la VNI uniquement?
choc, elle est en alcalose métabolique. Oui. Ça veut dire elle est hypovontile À cause de ce nerf, exactement. Donc si je traite son CO2 rapidement, je vais aggraver son alcalose. C'est le poumon qui réfléchit, probablement elle a quelque chose derrière, parce que quand vous êtes en alcalose métabolique, c'est normal que le poumon fait élever le CO2, mais peut-être pas à ce niveau-là. Alors, voilà. Donc là, il fallait vraiment faire attention. Donc, cette patiente, elle a été hospitalisée en unité de soins intensifs au départ. Et je voudrais quand même attirer votre attention sur les signes cliniques. Je l'ai ventilée avec de l'oxygène. Oui, je l'ai ventilée avec de l'oxygène. Et donc, je l'ai ventilée avec une FiO2 pour avoir une saturation dans les 90%. Je ne voulais pas être très, très gourmande. Alors, les signes cliniques, elle avait ceux-là. Elle avait des céphalées, une icturie. Voilà, je les ai bien mentionnés. Elle avait les céphalées et puis elle avait la nicturie. Donc, il y avait quand même des signes cliniques d'hypercapnie. Et ce qui m'intriguait énormément, c'est cette orthopnée et l'impossibilité de se mettre en décubitus dorsal. Et vous allez voir que c'est un signe très très important à chercher chez les malades neuromusculaires. Non, c'est le diaphragme. C'est le diaphragme. Il faut savoir que chez les malades neuromusculaires, l'orthopnée, quand on a une défaillance diaphragmatique très importante, c'est des malades qui sont dans l'incapacité de se mettre en décubitus dorsal. Parce que le décubitus dorsal est à la base une position complètement inconfortable pour le diaphragme. Et l'orthopnée de la défaillance diaphragmatique est plus précoce que l'orthopnée du cardiaque. C'est-à-dire que quand on a un patient en OAP et qu'on le met en décubitus dorsal, il peut tenir un petit moment, un chouïa. Celle-là, elle ne peut absolument pas tenir une fraction de seconde. Et donc ça veut dire deux choses. L'orthopnée, c'est pourquoi? Parce qu'elle a une défaillance diaphragmatique et la respiration paradoxale, c'est-à-dire qu'elle respire, voilà, la respiration paradoxale. Donc juste regardez comment les patients, les myopathes respirent et vous allez voir déjà si, à la limite, j'ai même envie de dire, on peut poser l'indication de la VNI chez la myopathe en les regardant respirer. Donc, la patiente, elle a été hospitalisée. Quel réglage vous allez préconiser chez cette dame, cette jeune femme? Alors, vous allez choisir entre le mode spontané contrôlé, ou le mode totalement contrôlé. Oui. Chez cette malade-là, il faut quand même pas mal la contrôler parce que c'est vraiment la grande urgence parce qu'elle risque de ne pas du tout déclencher. Et c'est le mode contrôlé qu'il faudra choisir avec des pressions volontiers élevées parce qu'il faut essayer de pousser. Vu que le diaphragme ne bouge pas, il ne crée pas ce gradient de pression qui fait que l'air va rentrer à l'intérieur des poumons et donc il faut essayer de pousser au maximum. Oui, madame? Non. Là, son tension était correcte. Est-ce qu'elle a été ventilée avant? Non. C'est la première fois que je la vois et donc elle a été directement adressée par ma collègue neurologue. Donc c'est le mode contrôlé avec des pressions volontiers hautes. Alors chez les neuromusculaires, il ne s'agit pas d'être... il faut garder une pente inspiratoire douce, un trigger normal et un cyclage qui reste normal. Pas comme le BPCO. Et ce sont des malades qui vont répondre très rapidement à la ventilation. Le lendemain, pratiquement, la patiente est métamorphosée. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui se passe? Son diaphragme est défaillant. Quand la machine fait le travail du diaphragme, tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Et donc rapidement, on a diminué très rapidement les FiO2, elle n'a pas eu besoin d'oxygène et vous allez voir que chez ces malades-là, on doit exiger de la ventilation, une normalisation des gaz du sang. Contrairement au BPCO, chez qui on peut tolérer une capnie résiduelle. Mais chez les malades neuromusculaires, on doit exiger une capnie qui se normalise. Alors là, j'ai une capnie à 52, c'était juste après le débranchement de la VNI. Ça veut dire quoi? Capnie à 52, c'est-à-dire que ma durée de ventilation n'était pas suffisante. Donc on a allongé la durée de ventilation pour avoir une capnie qui s'est normalisée. Ça, c'est des petites astuces pour savoir si la durée de ventilation n'est pas correcte. Je fais les gaz du sang juste après le débranchement pour voir si ma durée est correcte. On va voir. Ah oui. Les neuromusculaires, c'est ad vitam aeternam. Je suis pas encore passée. Non, écoute, elle est là. C'était la première hospitalisation. Je la suis depuis 4 ans. Elle utilise 24 sur 24. Alors au début, elle n'utilisait pas 24 sur 24. Maintenant, c'est du 24 sur 24. Et elle refuse. Est-ce que la VNI ne peut pas remplacer carrément la trachéotomie
Non, au bout d'un moment, non. On va voir ça, c'est-à-dire que les malades neuromusculaires, alors, la ventilation n'est qu'un traitement symptomatique d'une défaillance, un traitement palliatif. Il ne traite pas la maladie neuromusculaire et donc la maladie évolue. La maladie neuromusculaire évolue. Et fatalement, à un moment, ce sont des malades qui généralement, par exemple, Rizlan, quand elle est sortie, je vous raconte son histoire vraiment parce que c'est très très simple. Ses parents me l'ont posée, ils sont partis. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne l'aiment pas du tout. Parce qu'ils pensaient que de toute façon c'était perdu. Et quand ils sont revenus et que Rizlan était là, était bien, et donc ils ont commencé à réfléchir, la ventilation, d'où c'est qu'on va la ramener, etc. Bien. Et donc, effectivement, ces patients-là vont répondre très rapidement à la VNI. Mais au fur et à mesure, au début, elle l'utilisait la nuit, puis elle l'utilisait un peu en journée, et aujourd'hui, elle arrive juste à l'enlever un tout petit peu pour manger, elle la remet juste après. Oui. Oui, sur l'étude génétique. Alors après, quand tout est bien, quand tout est plus ou moins rentré dans l'ordre, on a voulu documenter le cas. On n'a pas besoin, franchement, on n'a pas besoin. Ce qu'on voulait chercher ici, c'est est-ce qu'elle fait de l'apnée associée ou pas, parce qu'effectivement, souvent ces malades font de l'apnée associée. À ce moment-là, il fallait que j'augmente la PEP, la pression expiratoire. Donc, elle n'avait pas de syndrome d'apnée obstructive de sommeil, elle avait uniquement une hypoventilation nocturne toute la nuit. Donc là, son traitement, effectivement, c'était la ventilation non invasive en chronique. Et donc, finalement, Rizlan allait sortir, on devait lui prescrire une machine. Une VNI chronique à domicile a été retenue. Alors là, qu'est-ce que vous prescrivez? Une volumétrique, une barométrique et un ventilateur niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Ouais, c'est bien amélioré avec ma barométrique de l'unité de son. Ah, tu vas voir ça, on va en parler tout de suite. C'est une VNI de nécessité, maintenant c'est une VNI programmée, c'est différent. Alors, aujourd'hui, on ventile les neuromusculaires d'abord avec la barométrique, franchement. Et ça donne d'excellents résultats. Et au bout d'un moment, il faut vraiment se mettre dans la tête qu'une machine volumétrique est très, très difficile à supporter. C'est vraiment très difficile à supporter et c'est très rigide comme mode. Et donc aujourd'hui, les barométriques font très bien. Au bout d'un moment, mais vraiment en fin de vie, et quand on voit que la ventilation barométrique ne marche plus, on peut essayer la volumétrique. Donc, on l'a ventilé avec une barométrique et on l'a ventilé avec un ventilateur niveau 3. Alors, qu'est-ce que le niveau 1, niveau 2 et niveau 3? C'est tout simplement en fonction de l'autonomie. C'est votre responsabilité quand vous prescrivez une machine de ventilation non invasive au long cours chez un patient de définir de quelle machine il a besoin. Alors, plus le patient est autonome, c'est-à-dire qu'il peut se passer de sa machine quelque temps. S'il y a une coupure d'électricité ou s'il va... C'est-à-dire que c'est le fait de se passer de sa machine ne va pas engager son pronostic vital. Donc, le niveau 1, c'est des machines sans batterie interne avec ces patients qui vont être ventilés moins de 8 heures, c'est-à-dire qui vont être ventilés la nuit. Le niveau 2, c'est des machines avec batterie interne, c'est des patients qui vont être ventilés entre 8 et 16 heures. Et dans ces machines, on va avoir des systèmes de sécurité. Et le niveau 3, c'est des patients, pour les patients qui sont totalement dépendants, avec des normes de sécurité beaucoup plus importantes chez les patients qui vont être ventilés, qui sont dépendants de leur ventilateur. C'est les machines niveau 3. Donc, là, le prestataire vous ramène ces 3 machines. C'est la Vivo 40, c'est la PB 560 et c'est la Prisma 30 ST. Alors, si vous les connaissez, vous n'allez peut-être pas savoir répondre à cette question. Moi, je voulais poser la question, quelle machine choisir? Parce que là aussi, c'est votre responsabilité de choisir la machine. Travaillez avec les machines que vous connaissez, il faut bien savoir prescrire les machines. Alors, la seule qui est niveau 3 ici, c'est la B, c'est la PB 560, dès que vous allez lui prescrire une machine, celle-ci, plutôt que la Vivo 40 ou la Prisma 30 ST, qui sont plutôt des niveaux 1 et niveau 2. Alors, Distamed, c'est les Prisma, mais il n'y a pas de niveau 3 sur Distamed. Ah bah, pas moi.
La Mazel. Voilà, j'ai posé la question. Je viens de poser la question, là, il y a un mois. Un mois. Et peut-être que d'ici un mois, tu aurais dû me le dire, mon ami. Alors, les ventilateurs de niveau 3, ce sont des ventilateurs dits support de vie. Donc, il y a la trilogie que vous connaissez probablement. Il y a la Vivo 50 de chez Breas, il y a la PB, et puis il y a la petite Élysée qui est très bien. Et donc, les machines niveau 1 et 2, ce sont le reste des machines que vous connaissez. Là aussi, c'est peut-être celle-là que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, vous allez choisir le ventilateur. Quel type de montage vous allez poser? Alors, vous avez là aussi 4 propositions. J'espère que vous voyez très bien. Vous avez des masques et des circuits. Est-ce que vous pouvez me dire quelle association vous allez faire? Ce masque-ci avec ce circuit, celui-là avec celui-ci, celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Est-ce que vous sauriez me dire quelle association, quel montage vous allez faire? Là aussi, c'est votre responsabilité en tant que médecin, en tant que pneumologue, qui allait ventiler Rislan, qui a une maladie neuromusculaire. Alors, ce sont tous des masques faciaux, d'accord? Là, c'est le Quattro, là, c'est la Maraview. Là, je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, c'est le Mirage, je pense, c'est le masque Mirage, et ça, c'est encore un Maraview. Alors, déjà, est-ce que vous faites la différence entre ces types de masques? Bravo, Alex. C'est avec fuite, avec sans fuite. Retenez une seule chose. Les masques avec le petit bout bleu, ce sont des masques sans fuite. Et les masques où il n'y a pas de bout bleu, c'est-à-dire que ce sont des masques avec fuite. Quand on va utiliser un masque sans fuite, il faudrait que, quand mon patient expire, que l'air expiré sorte par quelque part. D'accord? Sinon, le patient va réinhaler l'air expiré. Au lieu de l'améliorer, vous allez l'aggraver. Donc ici, je vous ai mis un quattrome avec un bout bleu, c'est-à-dire sans fuite, avec un double circuit, c'est-à-dire un circuit double branche. Un circuit qui va pour l'inspiration et l'autre pour l'expiration. Donc cette association-là, elle est bonne. C'est-à-dire, j'ai un masque sans fuite avec un circuit double branche. Le patient va inspirer par une branche, il va expirer dans la deuxième branche. Ça, c'est bon. La proposition B, c'est un Amaraview. Vous voyez, il n'y a pas de bleu. C'est-à-dire que celui-là, c'est un masque avec fuite. Il y a une fuite intégrée. Qu'est-ce qui se passe? Mon patient, je finis, je reviens vers vous. Mon patient, quand il va expirer, l'air va sortir de la fuite. Je ne sais pas s'il y a des masques ici. L'air va sortir par des fuites. Et donc là, voilà, par exemple, celui-là, c'est un masque avec fuite, effectivement. Donc la fuite, elle est là. Il va sortir par la fuite. Alors, et là, qu'est-ce que c'est? C'est un circuit avec valve expiratoire. Est-ce que j'ai besoin d'une valve expiratoire avec ce type de masque? Non, parce que j'ai déjà la fuite. Donc, la bonne association, c'est D, Amaraview avec un circuit monobranche, et l'association A, le masque, le Quattro, d'accord, sans fuite avec le circuit double branche. Ceci est une mauvaise association. Celle-là, un masque sans fuite avec un circuit monobranche, c'est également une mauvaise association. Non, ça dépend des machines déjà que vous avez, parce qu'il y a des machines, par exemple celle-là, elle a deux bidules là, c'est-à-dire elle peut supporter un montage avec un circuit double branche. Vous avez d'autres machines où il y a uniquement un seul circuit, vous allez utiliser le masque sans fuite avec la valve expiratoire, d'accord? Ou là, celle-là, il n'y a pas de préférence, c'est juste qu'il ne faut pas faire d'erreur de montage, parce que l'erreur de montage peut être fatale chez ces patients. Sans fuite, avec un circuit double branche ou un circuit avec une valve, avec fuite, avec un circuit monobranche. D'ailleurs, on trouve ce genre de combinaison chez des gens qui récupèrent des machines. Oui. On leur donne une machine, ils cherchent et puis pour lui le masque est le même. C'est la même chose. Et on trouve un patient qui finalement a fait sa propre responsabilité. Oui.
Alors, juste pour expliquer le principe du montage, c'est exactement ce que je viens de dire. Un masque qui est sans fil, c'est-à-dire un masque non ventilé, va supporter soit un circuit avec une valve expiratoire, soit un circuit en double branche. Donc le ventilateur va insuffler, le patient va inspirer, et quand il va expirer, l'air expiré va sortir par la valve ou par le deuxième circuit. Quand on a le masque ventilé, eh ben, le patient va inspirer et quand il va expirer, eh ben, l'air expiré va sortir par la fuite du masque. Donc sur cette observation, on a vu les différents niveaux de machines et les différents types de circuits et de montage. Troisième observation, encore un enfant de 7 ans qui est issu d'un mariage consanguin, qui est suivi pour myopathie non étiquetée avec un bilan en cours, chez qui on avait constaté une surdité dès l'âge de 1 an, avec un petit frère qui a pareil, qui a le même problème. Et lui, il est également adressé de la pédiatrie pour un bilan de retentissement de sa myopathie. Il a été hospitalisé à l'âge de 5 ans pour une plompathie sévère en pédiatrie, mais depuis, il n'a pas vraiment fait d'épisode de surinfection. Donc, il y a un déficit, bien sûr, de la force musculaire des membres inférieurs, une limitation des élévations et de l'abduction des épaules, ça on va voir, ça se voit dans le Duchenne, mais bon, saturation de 98%, petite déformation thoracique, pas d'orthopnée, tout qui semble efficace, pas de signe clinique d'hypercapnie. Quel bilan vous allez demander? Là, vous recevez dans votre consultation 5 amis qui suivent pour myopathie. Votre confrère pédiatre vous dit moi, je viens d'assister à un congrès où on m'a dit chez vos myopathes, il faut les bilanter. Vous faites quoi? Une plétismo, une radio, une gazométrie, une spirométrie. Bon, polygraphie aussi. Why not? Why not? Bon, on va avancer. La spirométrie, oui, on va le voir. On va voir que la spirométrie, sachez que c'est parfois difficile de réaliser, il a 7 ans. Sachez que parfois, c'est difficile de réaliser une spirométrie chez des enfants et chez des myopathes. Parfois c'est très compliqué, parfois il y a une dysmorphie faciale qui fait qu'ils n'arrivent pas à tenir la spirette, etc. Cet enfant est sourd, donc ça a été un petit peu difficile. La gazométrie artérielle en air ambiant ou en journée, moi je préfère la gazométrie artérielle au réveil, parce que c'est ce qui va traduire ce qui se passe dans la nuit. D'accord? Une capnie nocturne, une hypercapnie nocturne, eh ben, dès que le malade va se réveiller, elle va être vidangée, ta gazométrie sera normale. Donc on fera plutôt une gazométrie artérielle au réveil. Si la spirométrie est difficile chez les enfants, la plétismographie c'est bonbon, donc moi non. La polygraphie ventilatoire peut être très intéressante chez ces malades-là. Et donc, voilà ce qu'on a fait à Samy. On a fait une gazométrie artérielle le matin au réveil. Bon, ouais, elle est bien. Et puis on lui a fait la spirométrie. Mais il ne suffit pas de faire une simple spirométrie, il faut essayer de la faire dans 2 positions, assis et couché, pour mettre en évidence la chute de la capacité vitale forcée quand on passe en position couchée. Comme vous le savez très bien, comme je viens de le dire, la position défavorable au diaphragme, c'est le décubitus dorsal. Et donc, si on voit qu'il y a une chute de sa CVF, eh ben, on se dit qu'il fait quand même des petites choses la nuit. On lui a fait une polygraphie ventilatoire. Bon, il avait ni HA2. Et un temps passé avec une saturation inférieure à 90% à 0%. Et je lui ai fait une échographie diaphragmatique. Vous voyez? Et regardez. Et donc là, on voit en ventilation spontanée, donc l'espèce de sinus, donc l'aspect sinusoïdal du diaphragme. En ventilation spontanée, la course est à 14 mm. En ventilation profonde, elle est à 50 mm. Et le sniff test, il n'est pas inversé. Bon. Donc, avec oui, où je le fais d'un côté. De toute façon, c'est un myopathe, donc voilà la première écho de Samy. Et donc voilà ce qu'on a décidé de faire au service, c'est-à-dire ces malades-là, on les hospitalise une nuit, ils rentrent l'après-midi, ils font la polygraphie ventilatoire le soir, le matin ils sont piqués pour les gaz du sang, ils font les capacités vitales forcées assis, on les passe en écho et ils sortent. Donc ça c'est le premier bilan qu'on fait, on fait pas plus que ça. Et donc,
Donc là, on va passer. Donc nous, on a décidé de surveiller le malade parce que je n'avais pas de critères de syndrome d'apnée, je n'avais pas de critères d'hypoventilation alvéolaire et donc là, l'hypoventilation diaphragmatique. Et donc là, je décidais de le surveiller. Donc effectivement, il est suivi en consultation. Je le revois en le mois 11 2018. Bon, il a fait quand même 4 épisodes de surinfection cette année-là. La toux reste efficace, mais il est souvent encombré. Il n'a pas de signe clinique d'hypercapnie, il n'y a pas de ronflement ni de pause qui ont été constatés par la maman, la saturation reste correcte, pas de respiration paradoxale. Je lui refais des gaz du sang, ça commence un petit peu à monter, d'accord, et regardez ce qui se passe sur la capacité vitale forcée. Non. Non. Pourquoi le poumon chez lui n'est pas malade. Chez les myopathes, c'est le diaphragme qui me pose un problème. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de diffusion. Donc, regardez ce qui se passe. On était à 600 et des poussières. Ça a chuté à 470 millilitres. Mais regardez surtout, qu'est-ce qu'il fait en position couchée? Il passe de 470 millilitres à 380 millilitres. Vous regardez, vous voyez comme c'est simple de bilanter les enfants myopathes. Faites-les juste des CVF. Je ne veux rien d'autre. Juste une capacité vitale forcée. Assis, couché, ça te donne une idée sur ce qui se passe. C'est pas compliqué de bilanter des myopathes, des enfants myopathes. Et sachez que quand on les ventile suffisamment tôt, eh ben on allonge leur survie, on leur change la vie plutôt que de les laisser sans ventilation. Donc, on se rend compte que, regardez ici, il fait des désaturations nocturnes, mais je n'arrive pas à bien voir son flux. Et puisqu'on est équipé et qu'on a le laboratoire du sommeil juste à côté, on décide de lui faire une polysomnographie et on voit que sur les plages de 5 minutes et sur les plages de 1 minute, il y a bien des désaturations qui ne sont pas expliquées par des événements. Le patient dort, il est en sommeil N3, donc il n'y a pas d'événement qui expliquerait cette désaturation. Donc c'est bien une hypoventilation. Et ce qui est très intéressant, pourquoi je vous ai montré tous ces bilans-là? C'est juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de faire de polysomnographie. Donc là, je l'ai fait parce que je voulais documenter mon cas. Mais franchement, je n'ai pas besoin de faire de polysomnographie chez ce patient parce que j'ai la capacité vitale qui a chuté. 2, j'ai les gaz qui commencent, les capilles qui commencent à augmenter. Et 3, j'ai l'échographie en ventilation profonde. Ma course diaphragmatique chute à 20 mm. Il n'y a toujours pas d'inversion sur le sniff test, mais ma ventilation, j'étais partie de 50. Ma capacité vitale forcée a diminué. Mon patient devient légèrement hypercapnique et ma course a diminué. Donc mon SAMI, il faut que je le ventile. Il faut que je le ventile, je dois lui mettre de la VNI. C'est ce qui s'est passé. On va choisir une machine. Une machine? Niveau? On peut mettre un 2 au départ, mais sachant qu'on va certainement switcher sur un 3 à un moment donné. Pourquoi? Parce que les machines niveau 3 sont beaucoup plus chères que les machines niveau 2, niveau 1 et niveau 2. Quel est le réglage que vous allez proposer chez SAMI? Il est au tout début de son hypoventilation, donc on peut utiliser le mode ST, d'accord? On peut également utiliser le mode ST, parce que ce n'est pas comme Rislen qui était déjà à un stade assez avancé, avec un épisode qui est assez grave. Donc on peut utiliser le mode ST qui est beaucoup plus souple que le mode contrôlé. Donc, juste un mot sur ça, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je déplore qu'il n'y ait pas de bilan chez ces malades-là. Sachez que ça touche les enfants. Le plus souvent, les plus fréquentes, c'est la dystrophie de Duchenne de Boulogne qui est la plus fréquente. Ça touche les adultes, la maladie de Charcot ou la SLA. Et donc, il y a également les séquelles de polio, etc. Et puis, depuis les années 80, on a changé leur vie avec la mise sous ventilation non invasive. Les premiers, c'était les Duchenne, et puis après, c'est les scléroses latérales amyotrophiques, chez qui l'effet positif a été clairement démontré, et l'allongement de l'espérance de vie a été clairement démontré chez ces patients. Il faut revoir les critères. Le problème chez ces patients, c'est quand débuter la VNI, il faut volontiers être
les débuter très tôt. Parce qu'on s'est rendu compte que quand elle commence trop tard, eh ben, l'impact sur la survie n'est pas le même. Donc, volontiers précoce, lorsque j'ai une capacité vitale inférieure à 50%, il faudra y penser. La CAPNI 45, certains auteurs proposent 42 mm de mercure comme valeur de CAPNI. On peut faire des oxymétries nocturnes chez ces malades-là. Et quand on constate une désaturation de plus de 5 minutes consécutives, eh ben, on doit se dire est-ce qu'il y a une hypoventilation et la chute de la capacité vitale forcée en position assise de 5%. Et ça, c'est un critère qui est divergent, mais pour ma part, c'est un critère que j'aime bien parce que ça me permet quand même de bien documenter. L'échographie n'a pas encore été mise dans les critères, c'est quand même des études qui sont en train d'être faites. Idéalement, c'est de faire la capno et mesurer la pression inspiratoire, mais ça, c'est quand même assez invasif pour la pression inspiratoire. Et la capno, il faut avoir le matériel pour. Donc, il faut volontiers choisir des ventilateurs niveau 3 avec des programmes d'alarme et de sécurité. L'interface peut poser problème chez ces malades parce que parfois on a une dysmorphie faciale et parfois c'est compliqué de trouver le bon masque. Et puis, il faut également réfléchir au fait que ces patients-là vont avoir une mobilité réduite. Donc, où il y a des masques avec des tirettes qu'on peut enlever facilement, etc. Des machines qui s'adaptent à leur fauteuil. Il faut vraiment essayer de batailler pour équiper ces enfants qui n'ont pas été gâtés par la vie, donc au moins leur assurer un minimum. Et donc, aussi important que les ventiler, eh ben, il faut les aider à expectorer. Et donc, n'oubliez pas de proposer l'assistante à la toux, comme le cough assist ou comme l'alpha 200. Enfin, l'alpha 200 est assez vieux. Le cough assist fait très bien. Donc voilà ce que vous devez préciser sur votre ordonnance. La VAINI, pourquoi elle est indiquée, le type de ventilateur, le modèle, les réglages, la durée que vous allez proposer, le type d'interface que vous utilisez et donc le montage, le modèle de l'interface, le type de circuit et les accessoires si vous avez besoin. Et il faut préciser quand vous devez revoir le patient et avec quoi vous devez le revoir. La dernière observation, je sais que c'est difficile, mais c'est bientôt fini. C'était juste pour passer quelques messages sur cette observation. Donc, comme vous avez vu, chaque observation, on passe un message. Alors, sur celle-ci, c'est une patiente qui a été hospitalisée en janvier 2018 pour une insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique. Elle est volontiers en acidose avec une capnie qui est très très élevée à 95 mm de mercure. Là aussi, l'évolution a été favorable en unité de soins et très rapidement favorable. Alors là, on commence à les sentir, les malades. Les malades qui ont des problèmes restrictifs de diaphragme, c'est les malades qui répondent le plus vite et le plus rapidement. Donc, on a fait le bilan, donc tout le bilan, on a conclu, donc on a exclu une atteinte pulmonaire. Le bilan a conclu un syndrome d'obésité, hypoventilation avec la mise en évidence de l'hypoventilation nocturne. Et donc, on lui a prescrit un ventilateur à domicile, un ventilateur niveau 1, puisque les obèses, il suffit qu'ils mettent leur machine la nuit et ça règle le problème. Barométrique en mode ST avec une pression à 18, une pression expiratoire à 6, une fréquence à 12, une pente et un cyclage normal. Donc, elle évoluait correctement. Et donc là, c'est sa PSG qui montre qu'il y a la désaturation nocturne sans événement. Et donc, quand on la revoit aux consultations, elle n'est pas bien. Elle est observante, elle s'astreint à mettre sa machine parce qu'elle a eu les chocottes quand même, elle est venue pratiquement comateuse. Bon, elle nous dit qu'elle reprend, elle a peur, elle commence à avoir des céphalées, nicturie, pas de signe d'infection, il n'y a pas vraiment de signe de décompensation. Et on lui fait des gaz en consultation, on trouve quand même qu'elle était sortie avec des gaz normales et pour autant, là, elle est hypercapnique à 62. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous dites, ouais, non, peut-être que mes gaz sont pas bons, je vais quand même refaire les gaz du sang dans 2 semaines en disant à la patiente, écoute, tu vas mettre la VAINI plein pot et ça va rentrer dans l'ordre? Est-ce que vous dites, ouais, je vais peut-être faire, je voudrais bien voir ce qui se passe, on va faire une polygraphie sous ventilation pour voir vraiment ce qui se passe au niveau des pressions, au niveau des événements. Je vais vérifier l'interface, peut-être que c'est ça, peut-être que l'interface n'est pas bonne, bon, c'est-à-dire qu'il y a des fuites. Et je vais demander le rapport machine, et ça c'est des choses qui sont très très intéressantes, et sachez que vous avez le pouvoir de demander, et ça nous renseigne sur ce qui se passe, où je vais dire, mes réglages ne sont pas bons, je vais changer mes réglages. C'est vérifier l'interface. Oui, c'est vraiment la première chose à faire. Vérifier l'observance, là la patiente elle est vraiment observante, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Et donc vérifier l'interface.
Cependant, quand vous avez un patient devant vous, c'est celle-là, quand vous avez un patient devant vous, il faut poser 4 questions pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de sa machine. Vous allez lui dire, est-ce que la machine vous délivre-t-elle assez d'air? Si elle me dit non, c'est-à-dire que mon aide inspiratoire n'est pas bonne, c'est-à-dire que je dois augmenter ma pression inspiratoire. Malgré l'air que lui insuffle le ventilateur, elle a l'impression qu'elle n'en a pas suffisamment. Donc là, je vais augmenter l'IPAP. Je vais lui demander, est-ce que l'air arrive assez vite ou pas assez vite? Si elle me dit pas assez vite et je suis sur une pente douce, je vais redresser ma pente. D'accord? Si elle me dit l'air arrive trop vite, ça me dérange, ben, je vais mettre une pente un peu plus douce. Je vais lui demander, est-ce que la machine vous envoie de l'air à chaque fois que vous inspirez? C'est ce dont on avait parlé tout à l'heure, c'est le trigger inspiratoire. Et la même chose, est-ce que vous avez assez de temps pour expirer? Et là, je vais jouer sur le trigger expiratoire. Ça, ce sont 4 questions que vous devez poser à votre patient à chaque consultation. J'ai eu des couacs où les enfants, les petits-enfants de la dame se sont amusés sur la machine et c'était un petit peu du n'importe quoi. Malgré le verrouillage, ne vous inquiétez pas, les gosses, ils sont super forts dans ces trucs-là. Ils déverrouillent tout. Donc, il faudra faire quand même attention avec ça et poser ces 4 questions par rapport au réglage de votre machine. Et vérifier les fuites. La première cause de non-observance ou d'échec de la ventilation, c'est les fuites. C'est l'interface, c'est le masque. D'où l'intérêt de bien le choisir et de prendre son temps pour choisir. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs modèles, plusieurs masques et d'essayer plusieurs tailles. Je sais que c'est pas toujours facile, que vous n'avez pas la disponibilité. Maintenant, personnellement, je n'ai jamais demandé à un prestataire de me ramener des jeux de masques et il m'a dit non. Je me ramène et j'essaye, puis je lui rends ceux que la patiente a refusé ou que le patient a refusé. Après, si je n'ai pas de fuite, j'ai cette possibilité-là qui est très intéressante de récupérer les logiciels ventilateurs. Donc maintenant, tous les ventilateurs, il y a une petite carte mémoire à l'intérieur qui peut être lue et on voit ce qui se passe. Est-ce que la patiente continue à faire des apnées ou des hypopnées et à ce moment-là, je vais augmenter la pression expiratoire? D'accord. Est-ce que il y a une persistance de l'hypoventilation et là également on peut le voir par les gazométries mais également sur les logiciels machines et parfois on utilise l'oxymétrie et donc à ce moment-là on va augmenter l'IPAP ou le volume courant si je suis en volumétrique ou alors je suspecte un asynchronisme et vous allez voir dans les rapports machines on a des courbes et à ce moment-là il faudrait évaluer de manière un peu plus profonde par une polysomno. Pour finir, à retenir, posez la bonne indication. Aujourd'hui, les indications de la ventilation non invasive en aigu et en chronique sont assez claires et assez bien documentées. Il faut prendre son temps, il ne faut pas se dire je vais poser ma ventilation en 2 secondes. Non, il faut prendre le temps d'expliquer aux patients et à la famille. Surtout que le plus souvent, comme vous voyez, ce sont des patients qui ne bougent pas beaucoup, qui dépendent beaucoup de la famille. Donc il faut expliquer également au patient pourquoi je vais lui mettre sa machine. Je vais lui dire tu vas la mettre tous les jours et à la famille. Utilisez le matériel que vous connaissez le mieux. Et ça c'est vraiment un très très bon message à passer. Après au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte c'est comme des jouets et vous allez finalement vous rendre compte c'est plus ou moins la même chose. Hein. L'étape 1, choisir le mode de pressurisation. On a dit qu'on privilégie le mode de pression car il compense les fuites. Préférez le mode volume pour les patients en fin de course et changer si le mode est mal toléré. Étape 2, choisir le mode de contrôle du cycle en fonction de la passivité du patient. Plus le patient est passif, volontiers je mettrai un mode totalement contrôlé. Et là, vous voyez ce que vous allez régler en mode S et en mode C. Étape 3, régler le volume délivré. 8 à 10 ml/kg pour les machines volumétriques, régler le mode pression, régler l'IPAP pour les machines barométriques. Alors là, regardez, je rejoins ce qu'a dit Dr Moomen, pour les malades en VNI chronique, on va commencer généralement entre 10 et 12 et on augmente au fur et à mesure pour améliorer l'adhérence à la machine. Étape 4, régler les autres paramètres, la fréquence, toujours une fréquence inférieure à la fréquence du patient pour que la machine ne le gêne pas.
Le temps inspiratoire ou le I sur E, alors il faut savoir qu'un I sur E physiologique c'est entre 1 sur 2 et 1 sur 3. Le BPCO, on va allonger l'expiration et le restrictif, on va privilégier l'inspiration. On va régler le trigger inspiratoire, un trigger sensible pour le BPCO pour que le patient n'ait pas à faire l'effort inspiratoire et un trigger moyen pour les autres patients. Et sachez qu'on peut vraiment jouer sur ça, adapter en fonction de chaque patient. Et puis finalement régler le trigger expiratoire. Et on va régler les autres paramètres, la pente, la pression expiratoire. Alors toujours positif, un peu plus de 4 chez le BPCO. Si j'ai un syndrome d'apnée associé, volontiers à 9, 10. Le débit d'oxygène si on a l'OLD. Et puis toujours régler les alarmes particulièrement chez les patients neuromusculaires. Et voilà un petit peu, à titre indicatif, les réglages initiaux. On commence avec ces réglages-là et puis on augmente au fur et à mesure en fonction de la pathologie. Les neuromusculaires, l'IPAP 20 et l'IPAP 4. Les SOH, IPAP, on peut arriver jusqu'à 30 de pression inspiratoire chez les obèses hypoventilés. Chez les BPCO, et ben aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a juste un an et demi, depuis que le papier des Allemands est sorti. Avant, on ventilait avec 14, 16. Aujourd'hui, les BPCO, on ventile avec des pressions très hautes pour jouer sur le diaphragme, pour reposer le diaphragme. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a augmenté l'IPAP chez les BPCO. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, notre journée arrive à son terme. Je crois qu'on est fatigué, on a bien travaillé. Donc, mes remerciements vont à tous les orateurs qui sont déplacés pour nous, à l'assistance également, et aux prestataires de services et à l'industrie pharmaceutique. Donc on se donnera rendez-vous pour une 3e édition de notre journée dans 2 ans. Donc la journée, ça sera en 2021. Donc reste à réitérer mes remerciements. Et puis à se donner rendez-vous dans pratiquement 1h30 à Marrakech, parce qu'il y a le GRK, d'oncologie thoracique, et tout à l'heure dans 1h30 pour dîner ensemble, donc un dîner d'amitié. Merci à toutes et à tous. Et à l'adresse, c'est monsieur qui va vous le donner, c'est Saf qui va vous le donner. Merci à Philippe, à Mustafa, à Daniela et à Mounia. Merci à l'assistance. Alors pour l'adresse du restaurant, est-ce que tout le monde connaît Rabat? J'aime Sunna. J'aime Sunna, derrière, il y a un petit parking. Le petit parking est situé entre J'aime Sunna et le mess des officiers. Il y a une petite ruelle, qui s'appelle Youssef Ben Tachfin, à gauche. Presque. Donc on y va. On laisse les voitures derrière Jemes Sunna, en face du tribunal. C'est un parking qui est pour le tribunal et pour Jemes Sunna, toujours derrière. La ruelle est à gauche, on y rentre, on y accède en sens inverse, et presque à 30 mètres, le restaurant est situé à droite. De suite, je vous le donne. Merci beaucoup pour votre patience. Vraiment, c'était cette journée, cet après-midi surtout, on a vraiment fait le forcing. Merci. Qasr, restaurant, ça s'appelle Qasr al-Asil. Qasr al-Asil. Voilà. C'est 39 avenue Youssef Ben Tachfin. On va mettre le GPS et tout le monde se retrouvera. Il faut quand même être... Voilà.